Il était environ 1h30, 3 cloches en langage marin, quand les 2 chaloupes ont quitté l'Hispaniola pour aller à terre. Le capitaine, le sieur et moi discutions dans la cabine. S'il y avait eu le moindre souffle de vent, nous aurions maîtrisé les 6 mutins restés à bord, levé l'ancre et gagné la haute mer. Mais le vent manquait, et pour accroître notre désarroi, Hunter est venu nous annoncer que Jim Hawkins s'était faufilé sur une des chaloupes pour aller à terre avec les autres. Nous n'avons jamais douté de Jim Hawkins, mais son sort nous inspirait de l'inquiétude. Considérant l'état d'esprit des hommes, il nous semblait que nous avions une chance sur 2 de revoir le garçon. Nous avons couru sur le pont. La chaleur faisait fondre la poix dans les interstices. La puanteur était telle que je me sentais mal. Si jamais une odeur de fièvre et de dysenterie a régné quelque part, c'était dans cet abominable mouillage. Les 6 gredins étaient assis à grommeler sous une toile du gaillard d'avant. À terre, nous pouvions voir les chaloupes amarrées, gardées chacune par un homme, tout près de l'embouchure de la rivière. L'un des hommes sifflait la ballade Lilibulero. Attendre nous tourmentait. Nous avons décidé que Hunter et moi irions à terre avec le petit canot pour recueillir des informations. Les chaloupes avaient dévié sur leur droite. Hunter et moi avons tiré tout droit en direction du fortin indiqué sur la carte. Les 2 gardiens des chaloupes ont paru s'agiter en nous voyant passer. Lilibulero s'est arrêté et j'ai vu qu'ils discutaient de la marche à suivre. S'ils avaient prévenu Silver, toute l'affaire aurait pu tourner autrement, mais ils avaient leurs instructions, je suppose. Ils ont résolu de rester sagement assis où ils étaient et de reprendre Lilibulero. Une petite saillie déformait la côte et je l'ai contournée pour la mettre entre eux et nous. Ainsi, avant même de débarquer, nous avions perdu les chaloupes de vue. J'ai sauté et j'ai avancé aussi vite que je le pouvais sans courir. Un grand mouchoir de soie sous mon chapeau pour me tenir la tête au frais et une paire de pistolets amorcés pour nous défendre. À peine avais-je parcouru une centaine de yards que j'ai atteint le fortin. Voici à quoi ça ressemblait. Une source d'eau limpide jaillissait au sommet d'une butte. Sur cette butte, entourant la source, ils avaient édifié un solide bâtiment de rondins capable d'abriter 40 personnes s'il le fallait et percé de meurtrières pour des mousquets de tous les côtés. Tout autour, ils avaient dégagé un grand terre-plein et complété le tout par une palissade de 6 pieds de haut, sans porte ni ouverture. Les pieux étaient si bien plantés qu'on ne pouvait les abattre sans y consacrer beaucoup de temps et d'efforts, mais trop espacés pour protéger les assaillants. Les occupants du bâtiment étaient sûrs d'avoir l'avantage. Ils restaient tranquillement à l'abri et tiraient les autres comme des perdrix. Ils n'avaient besoin que de bonnes sentinelles et de vivres, car à moins d'être vraiment pris par surprise, ils pouvaient tenir la place contre un régiment. La source m'a plu tout spécialement. Si nous pouvions tenir un siège dans la cabine de l'Hispaniola, qui contenait des armes et des munitions, de quoi manger, des vins excellents, une chose avait été négligée. Nous n'avions pas d'eau. Je réfléchissais à cette question quand le cri d'agonie d'un homme a retenti au-dessus de l'île. La mort violente ne m'était pas étrangère. J'avais servi son Altesse Royale le duc de Cumberland, j'avais été blessé moi-même à la bataille de Fontenoy, mais j'ai senti que le rythme de mon pouls sautait d'un cran. Jim Hawkins est parti, ai-je pensé. C'est bien d'avoir été soldat, mais encore mieux d'avoir été médecin. On n'a pas le temps de tergiverser dans notre travail. Je me suis donc décidé à l'instant et sans perdre une seconde, je suis retourné au rivage et j'ai sauté dans le petit canot. Par chance, Hunter était bon rameur. L'eau volait autour de nous. Bientôt, le canot était rangé le long de la goélette et moi sur le pont. Je les ai trouvés tout secoués, ce qui paraissait naturel. Le sieur était assis, blanc comme un linge, pensant au guêpier dans lequel il nous avait fourrés, la bonne âme. L'un des 6 matelots du gaillard d'avant ne faisait pas meilleure figure. Le capitaine Smollett l'a désigné d'un mouvement de tête. « Voici un homme qui n'a pas l'habitude de ce travail. Il a failli s'évanouir, docteur, quand il a entendu le cri.
Un petit coup de barre, et il se joindrait à nous. J'ai exposé mon plan au capitaine et nous avons mis au point ensemble les détails de son exécution. Nous avons posté le vieux Redruth dans la coursive entre la cabine et le gaillard d'avant avec 3 ou 4 mousquets chargés et un matelas pour se protéger. Hunter a mené le canot sous l'ouverture de poupe et Joyce et moi avons entrepris de le charger de barils de poudre, de mousquets, de sacs de biscuits, de conserves de porc, d'un tonnelet de cognac, sans oublier ma précieuse armoire à pharmacie. Pendant ce temps, le sieur et le capitaine sont restés sur le pont et ce dernier a hélé le chef de chaloupe, qui était le principal matelot à bord. « Monsieur Hans, nous sommes 2 avec une paire de pistolets chacun. Si l'un de vous 6 lance le moindre signal, cet homme est mort. » Visiblement décontenancés, ils ont échangé quelques mots et ont tous dégringolé dans le capot avant, comptant sans doute nous prendre à revers. Mais quand ils ont vu que Redruth les attendait dans la coursive, ils ont viré de bord aussitôt et une tête a émergé de nouveau sur le pont. « Couchez, chien !» a crié le capitaine. La tête a disparu et ces 6 froussards ne se sont plus manifestés pour l'instant. Cependant, jetant pêle-mêle tout ce qui nous tombait sous la main, nous avions chargé le canot autant qu'il nous paraissait possible de le faire. Joyce et moi sommes descendus par l'ouverture de poupe et Hunter a de nouveau exercé son talent de rameur jusqu'à la côte. Ce second voyage n'a pas manqué d'inquiéter les guetteurs des chaloupes et d'interrompre de nouveau les libouleros. Alors que nous allions les perdre de vue derrière la saillie de la côte, l'un d'eux a sauté à terre et a disparu. J'ai envisagé de changer mon plan et de détruire leur chaloupe, mais j'ai pensé que Silver et les autres se trouvaient peut-être tout près. À vouloir trop gagner, nous risquions de tout perdre. Nous avons touché terre au même endroit qu'auparavant et avons entrepris d'approvisionner le fortin. Nous avons effectué le premier voyage tous les 3, lourdement chargés, et avons jeté nos provisions par-dessus la palissade. Puis, laissant Joyce monter la garde, un seul homme c'est certain, mais possédant une demi-douzaine de mousquets, Hunter et moi sommes retournés au petit canot pour emporter d'autres paquets. Ainsi avons-nous procédé, sans nous arrêter pour reprendre notre souffle, afin de mettre à l'abri toute la cargaison. Ce travail accompli, les 2 serviteurs ont pris position dans le bâtiment, et moi, j'ai souqué ferme jusqu'à l'Espagnola. Transporter une seconde cargaison n'était pas aussi téméraire qu'on pourrait le penser. Ils avaient l'avantage du nombre, bien sûr, mais nous avions l'avantage des armes. Pas un des hommes à terre n'avait un mousquet. Avant qu'il ait pu s'approcher pour nous avoir à portée de pistolet, nous nous flattions de pouvoir régler le compte d'une bonne demi-douzaine d'entre eux. Le sieur m'attendait à la fenêtre de poupe, ayant retrouvé tous ses esprits. Il a saisi et assuré l'amarre. Nous nous sommes mis à charger le canot avec l'ardeur de gens dont la vie est en jeu. Au porc, à la poudre et aux biscuits qui constituaient l'essentiel de la cargaison, nous avons ajouté un mousquet et un coutelas par personne pour le sieur, Redruth, le capitaine et moi. Le reste des armes et de la poudre, nous l'avons jeté par-dessus bord dans 2 brasses et demie d'eau, de sorte que tout au fond, sur le sable fin, nous pouvions voir l'acier briller au soleil. La marée commençait à se retirer et le vaisseau tournait autour de son ancre. On entendait vaguement des voix qui appelaient de tous côtés des chaloupes. Si cela nous rassurait au sujet de Joyce et Hunter, qui se trouvaient bien plus à l'est, cela nous incitait aussi à partir sans tarder. Redruth a abandonné son poste dans la coursive pour descendre dans le canot. Nous avons ensuite contourné le navire pour faciliter la tâche au capitaine Smollett. « Alors les gars, vous m'entendez ?» a-t-il demandé. Aucune réponse n'est venue du gaillard d'avant. « C'est à toi, Abraham Gray. C'est à toi que je parle. » Toujours pas de réponse. « Gray !» a repris Smollett un peu plus fort. « Je quitte le vaisseau et je t'ordonne de suivre ton capitaine. Je sais que tu es un bon gars au fond, et j'ose affirmer que pas un d'entre vous n'est aussi mauvais qu'il le prétend. J'ai ma montre en main. Je te donne 30 secondes pour me rejoindre. » Silence. « Viens, mon brave, » a continué le capitaine. « Ne reste pas à hésiter face au vent. Je risque ma vie et celle de ces messieurs à t'attendre. » Nous avons entendu un bruit de lutte, de coups échangés. Abraham Gray a jailli soudain, la joue entaillée par un coup de couteau.
Il s'est précipité vers le capitaine comme un chien que l'on siffle. « Je suis avec vous, monsieur !» a-t-il dit. L'instant d'après, le capitaine et lui avaient sauté dans le canot et nous prenions le large. Nous avions réussi à quitter le navire, mais nous n'étions pas encore à terre dans notre fortin. Ce dernier voyage n'a pas ressemblé au précédent. En premier lieu, la coquille de noix qui nous emmenait était lourdement surchargée. 5 hommes, dont 3, Trelawney, Redruth et le capitaine, mesuraient plus de 6 pieds de taille, c'était déjà trop. Ajoutez à cela la poudre, le porc et les sacs de pain. L'eau venait lécher le plat-bord arrière. Nous avons embarqué plusieurs petits paquets de mer, si bien que mes culottes et les basques de mon habit étaient déjà trempées alors que nous n'avions pas encore parcouru 100 yards. Le capitaine nous a fait équilibrer la cargaison pour rétablir l'assiette du canot. Tout de même, nous avions peur de respirer. En second lieu, la marée baissait maintenant franchement. Un courant fort, hérissé de vaguelettes, courait vers l'ouest dans le mouillage, puis vers le sud et la haute mer à travers le détroit par lequel nous étions entrés le matin même. Le clapotis mettait en danger notre esquive surchargée, mais le pire était que nous nous écartions de notre trajet. Le courant nous empêchait de débarquer à notre endroit habituel au-delà des saillies de la côte. Il nous entraînait du côté des chaloupes, où les pirates pouvaient apparaître d'un instant à l'autre. « Je ne peux pas maintenir le cap vers le fortin !» ai-je annoncé au capitaine. Je tenais la barre, pendant que Redruth et lui, 2 hommes frais et dispos, maniaient les avirons. « La marée nous fait dériver. Pourriez-vous souquer plus ferme ?»« Nous risquerions que le bateau soit inondé, dit-il. Vous devez tenir le coup, monsieur, s'il vous plaît. Tenir jusqu'à ce que vous arriviez à regagner du terrain. » J'ai essayé, et j'ai découvert comment empêcher le courant de nous entraîner vers l'ouest. Il fallait mettre le cap à l'est, c'est-à-dire à peu près à angle droit de la direction que nous aurions dû viser. À ce rythme, nous n'atteindrons jamais la côte, ai-je remarqué. Si c'est le seul cap que nous arrivons à tenir, monsieur, alors tenons-le. Nous devons ramer contre le courant. Vous voyez, monsieur, a-t-il rajouté, si nous nous laissons déporter de l'autre côté de notre lieu de débarquement, il est difficile de dire où nous toucherons terre, outre le risque d'être attaqués par les chaloupes, tandis que, de cette manière, le courant va finir par s'affaiblir et nous pourrons remonter le long de la rive. « Le courant diminue déjà, monsieur !» a déclaré le matelot Gray, qui était assis à l'avant. « Vous pouvez laisser filer un peu !»« Merci, mon brave !» Et je dis, comme s'il ne s'était rien passé avant. Car nous avions tous conclu, sans nous concerter, que nous devions le traiter comme l'un des nôtres. Soudain, le capitaine a repris la parole, et il m'a semblé que son intonation avait changé. « Le canon !» dit-il. J'y ai pensé. J'étais sûr qu'il voulait parler d'un bombardement du fortin. Ils n'arriveront jamais à descendre le canon à terre, et encore moins à le porter à travers les bois. Regardez donc derrière, docteur. Nous avions complètement oublié la pièce de 9. Et voilà que les 5 gredins, à notre grande horreur, s'agitaient autour d'elle, retirant sa veste, ainsi que l'on nommait la bâche goudronnée qui la protège en mer. De plus, il m'est venu à l'esprit à cet instant que nous avions laissé à bord les boulets et la poudre pour la pièce, et que ces fripouilles n'avaient qu'à donner un coup de hache pour s'en emparer. « Israel Hands était le canonnier de Flint !» a dit Gray d'une voix rauque. Sans plus penser au risque, nous avons mis le cap directement sur le lieu de débarquement. Nous commencions à échapper à l'emprise du courant, si bien que nous pouvions manœuvrer le canot sans même avoir besoin de ramer plus vite. J'arrivais à avancer droit vers notre but. Cependant, notre changement de cap entraînait un inconvénient. Nous ne présentions plus à l'Hispaniola notre poupe, mais notre flanc, qui constituait une cible aussi large qu'un portail de grange. Je pouvais entendre et voir cette canaille au visage bouffi par l'eau de vie
Israel Hands, rouler un boulet sur le pont. « Qui est le meilleur tireur ?» a demandé le capitaine. « Mr. Trelawney, de loin », ai-je répondu. « Mr. Trelawney, auriez-vous l'obligeance de me descendre l'un de ces hommes ?» a dit le capitaine. « Hans, si possible. » Ne montrant pas plus de nervosité que s'il était construit en acier trempé, Trelawney s'est occupé d'amorcer son fusil. « Doucement, monsieur, avec votre mousquet !» s'est écrié le capitaine. « Sinon, vous allez inonder le canot. Soyez tous prêts à rétablir l'équilibre quand le coup partira. » Le sieur a épaulé, les rames sont restées suspendues en l'air, et nous nous sommes préparés à nous pencher de l'autre côté pour maintenir l'équilibre. Tout cela était si bien exécuté que nous n'avons pas embarqué une goutte d'eau. Pendant ce temps, ils avaient fait tourner le canot sur son pivot, et Hans, qui se tenait à la gueule avec le refouloir pour tasser la poudre, était par conséquent le plus exposé. Pourtant, la chance ne nous a pas souri, car au moment précis où Trelawney a tiré, Hans s'est baissé, la balle a sifflé au-dessus de lui, et c'est l'un des 4 autres qui est tombé. Son cri a été repris en écho, non seulement par ses compagnons présents à bord, mais aussi par un grand nombre de voix sur le rivage. En regardant dans cette direction, j'ai vu que les pirates déboulaient de la forêt et se précipitaient dans les chaloupes. « Voilà les chaloupes, monsieur !» ai-je dit. « Souquez plus ferme !» s'est écrié le capitaine. « Tant pis si nous prenons l'eau maintenant. Si nous n'arrivons pas à terre, c'est la fin. »« Ils embarquent sur une seule chaloupe, monsieur, » ai-je ajouté. « L'équipage de l'autre suit sans doute la côte à pied pour nous intercepter. »« Ils vont en baver, monsieur. Matelot à terre, père serpère, vous savez. Je ne me soucie pas autant d'eux que du boulet. Je qui ? La femme de chambre de mon épouse ne nous raterait pas. Dites-moi quand vous verrez l'allumette, sieur, et nous ramerons à l'envers pour déjouer leurs prévisions. » Pendant ce temps, nous avions bien avancé pour un canot tellement surchargé et nous avions embarqué très peu d'eau. Nous nous rapprochions. Encore 30 ou 40 coups de rame et nous pourrions nous échouer, car le reflux avait déjà découvert une étroite langue de sable au pied des arbres. La chaloupe ne nous inquiétait plus. La petite saillie nous la cachait. La marée descendante, qui nous avait si cruellement retardés, se rachetait en retardant nos adversaires. Il restait le danger du canon. « Si j'osais, dit le capitaine, je m'arrêterais pour que nous en abattions un autre. » Mais il était évident qu'il n'avait pas l'intention de se laisser distraire. Il n'avait même pas jeté un coup d'œil à leurs camarades tombés sur le pont. Pourtant, ils n'étaient pas morts. Et je le voyais tenter de ramper pour se mettre à l'abri. « Mèche allumée !» a crié le sieur. « Halte !» a ordonné aussitôt le capitaine. Redruth et lui ont inversé le mouvement du canot si brusquement que l'arrière a plongé tout entier dans l'eau. La détonation a retenti au même instant. C'est le premier coup que Jim a entendu, le son du tir du sieur n'étant pas parvenu jusqu'à lui. Où le boulet est passé, aucun d'entre nous n'aurait pu le dire, mais je suppose qu'il est passé au-dessus de nos têtes et que son vent a pu contribuer à notre malheur. Quoi qu'il en soit, le canot s'est enfoncé par la poupe, doucement, dans 3 pieds d'eau, laissant le capitaine et moi face à face sur nos pieds. Les 3 autres ont plongé tête la première et en sont ressortis trempés et crachouillants. Jusque-là, il n'y avait pas grand dommage. Aucune vie n'était perdue, et nous pouvions patauger jusqu'au rivage. Mais nos provisions reposaient par le fond, et pire, seuls 2 mousquets sur 5 étaient en état de marche. Mu par une sorte d'instinct, j'avais soulevé le mien qui était sur mes genoux et l'avais tenu au-dessus de ma tête. Le capitaine portait le sien en bandoulière sur l'épaule et, en homme avisé, le chien vers le haut. Les 3 autres avaient déjà coulé avec le canot. Pour ajouter à notre inquiétude, nous entendions déjà des voix dans le bois qui bordait la côte. Nous ne courions pas seulement le danger d'être coupés du fortin dans notre état de faiblesse, mais nous ignorions comment Hunter et Joyce résisteraient à une demi-douzaine d'assaillants. Hunter était un gaillard solide, nous le savions. Joyce nous inspirait des doutes. Un homme agréable et poli, qui faisait le valet et brossait les habits à la perfection, mais qui n'avait pas vraiment un tempérament d'homme de guerre. Tout en ruminant ces pensées, nous avons gagné le rivage le plus vite possible, abandonnant derrière nous le pauvre petit canot et une bonne moitié de notre poudre et de nos provisions.
Nous avons traversé aussi vite que possible la bande de forêt qui nous séparait du fortin. À chacun de nos pas, les voix des flibustiers se rapprochaient. Bientôt, nous avons entendu le bruit de leur course et le craquement des branches quand ils franchissaient un fourré. Je commençais à penser que nous devions nous préparer à un affrontement direct, et j'ai vérifié mon amorce. « Capitaine !» ai-je dit. « Trelawney ne manque jamais sa cible. Donnez-lui votre fusil, le sien est hors d'usage. » Ils ont échangé leurs fusils, et Trelawney, aussi calme et silencieux qu'il l'avait été depuis le début des hostilités, s'est arrêté un moment pour s'assurer que l'arme était prête à servir. Cependant, j'ai remarqué que Gray était sans défense et lui ai tendu mon coutelas. Cela nous a réchauffé le cœur de le voir cracher dans ses mains, froncer les sourcils et fendre l'air avec sa lame. Il suffisait d'observer les muscles tendus de notre nouvelle recrue pour voir qu'il valait son pesant de sel. Ayant parcouru 40 pas de plus, nous sommes arrivés à la lisière du bois et avons vu le fortin devant nous. Nous avons atteint la palissade vers le milieu de son côté sud, à l'instant même où 7 mutins, menés par Job Anderson, le maître d'équipage, sont apparus en hurlant au coin sud-ouest. Ils ont hésité, comme pris de court. Avant qu'ils se soient ressaisis, non seulement le sieur et moi, mais Hunter et Joyce depuis le fortin, avions eu le temps de faire feu. Les 4 coups étaient un peu éparpillés, mais ils ont fait l'affaire. L'un des ennemis est tombé et les autres, repartant d'où ils étaient venus, se sont précipités dans les bois. Après avoir rechargé, nous avons marché le long de la palissade pour voir l'assaillant abattu. Il était raide mort, le cœur transpercé par une balle. Nous nous apprêtions à nous réjouir de ce beau succès, quand un coup de pistolet a claqué dans un buisson, une balle a sifflé au ras de mon oreille et le pauvre Tom Redruth a chancelé et s'est étalé de tout son long sur le sol. Le sieur et moi avons riposté, mais comme aucune de nos cibles n'était visible, nous avons sans doute gâché notre poudre. Puis nous avons rechargé et avons accordé notre attention à ce malheureux Tom. Le capitaine et Gray l'examinaient déjà. Un coup d'œil m'a suffi pour constater que sa fin était proche. Je pense que la promptitude de notre riposte avait dispersé les mutins une fois de plus, car nous avons pu hisser le pauvre garde-chasse par-dessus la palissade sans être dérangés, puis le porter, ensanglanté et gémissant, jusqu'à la maison de Rondin. Le pauvre homme n'avait pas prononcé une seule parole exprimant l'étonnement, la protestation, la peur, ni l'assentiment d'ailleurs, depuis le début de nos ennuis jusqu'à ce moment où nous l'avons allongé sur le sol du fortin pour y mourir. Il était resté fidèle au poste, tel un guerrier troyen derrière son matelas dans la coursive. Il avait exécuté tous les ordres en silence, résolument et sans jamais commettre une erreur. C'était notre aîné d'une bonne vingtaine d'années, et maintenant c'était lui, le vieux serviteur bourru et efficace, qui allait mourir. Le sieur s'est agenouillé à côté de lui et lui a baisé la main, pleurant comme un enfant. « M'en vais, docteur ?» a-t-il demandé. « Tom, mon brave, ai-je dit. Tu rentres à la maison. »« J'aurais bien voulu leur mettre un coup de fusil, d'abord. »« Tom, a déclaré le sieur. « Tom, dites que vous me pardonnez, je vous en prie. » « Ce serait pas manquer de respect de moi à vous, sieur. Enfin bon, ainsi soit-il. Amen. » Après un petit moment de silence, il a dit qu'il pensait que quelqu'un pourrait lire une prière. « C'est la coutume, monsieur, » a-t-il ajouté comme pour s'excuser. Peu après, sans une parole de plus, il a rendu l'âme. Cependant, le capitaine, dont la poitrine et les poches m'avaient paru remarquablement gonflées, en avait sorti toutes sortes d'objets. Le drapeau britannique, une bible, un rouleau de corde, une plume, de l'encre, le livre de bord et des livres de tabac. Il avait trouvé un tronc de pin, scié et ébranché, couché sur le sol à l'intérieur de l'enceinte. Avec l'aide de Hunter, il l'avait dressé à un coin du bâtiment, le coinçant contre les poutres entrecroisées. Puis,
Montant sur le toit, il avait déployé et hissé les couleurs au sommet de ce mât. Ce geste a semblé le soulager grandement. De retour dans la maison, il s'est mis à faire l'inventaire de nos provisions comme si rien d'autre n'existait. Mais il surveillait néanmoins l'évolution de Tom. Quand il a vu que tout était fini, il a déployé un autre drapeau et l'a étendu respectueusement sur le corps. « Ne vous tourmentez pas pour lui, monsieur, » a-t-il dit en serrant la main du sieur. « Il n'y a rien à craindre pour un matelot abattu alors qu'il accomplissait son devoir envers son capitaine et son armateur. C'est peut-être pas de la bonne théologie, mais c'est un fait. » Il m'a tiré à l'écart. « Docteur Livesey, dans combien de semaines attendez-vous le vaisseau de secours ?» Je lui ai dit que ce n'était pas une question de semaines, mais de mois. Que si nous n'étions pas rentrés à la fin du mois d'août, Blandly devait envoyer une expédition à notre recherche, ni plus tôt, ni plus tard. Calculez vous-même, et j'ajoutai. « Ah, oui, » a répliqué le capitaine en se grattant la tête. « Même en espérant que la Providence se montre généreuse, je dirais que nous sommes bien déventés. » « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé. « Il est bien dommage, monsieur, que nous ayons perdu cette deuxième cargaison. Voilà ce que je veux dire. Pour la poudre et les munitions, ça ira. Mais les rations sont justes. Très justes. Si justes, docteur Livesey, que nous nous en sortirons peut-être mieux sans cette bouche de plus à nourrir. » Et il a montré le cadavre sous le drapeau. À ce moment, un boulet a survolé le toit de la maison de Rondin en grondant et en sifflant avant de se perdre au loin dans les bois. « Oh, oh !» s'est exclamé le capitaine. « Tirez n'importe comment! Vous n'avez déjà pas tant de poudre, mes enfants !» Au deuxième essai, ils ont mieux visé et le boulet est tombé à l'intérieur de l'enceinte en soulevant un nuage de sable, mais sans produire plus de dégâts. « Capitaine !» a remarqué le sieur. « Ils ne peuvent pas voir la maison depuis le navire. Ils visent sans doute le drapeau. Ne serait-il pas plus sage de le descendre ?»« Amenez mes couleurs. »« Non, monsieur. Ça, non. » Je crois que nous avons tous compris, en entendant ces mots, que nous étions de son avis. Car ce n'était pas seulement le sentiment d'un marin courageux, c'était aussi une bonne tactique, puisque cela montrait à nos ennemis que nous méprisions leur canonnade. Les coups de canon ont retenti toute la soirée. Les boulets se succédaient, passant trop haut ou tombant trop court, ou soulevant des gerbes de sable dans l'enceinte. Leur angle de visée était si proche de la verticale que le boulet s'enfonçait dans le sable mou. Nous n'avions pas à craindre de ricochets. Même si un boulet est entré par le toit de la maison et ressorti en traversant le plancher, nous nous sommes bientôt habitués à ce raffut que nous trouvions aussi peu dérangeant qu'une partie de cricket. « Cette affaire présente au moins un avantage, » a observé le capitaine. « C'est que personne ne s'aventure plus dans le bois devant nous. La marée a bien baissé, nos provisions devraient être à découvert. Des volontaires pour y aller et rapporter du porc ?» Gray et Hunter se sont proposés les premiers. Ils sont sortis de l'enceinte discrètement, bien armés, mais cela n'a servi à rien. Les mutins étaient plus audacieux que nous le supposions, ou le talent de canonnier d'Israël leur inspirait une plus grande confiance. Toujours est-il que 4 ou 5 d'entre eux étaient occupés à récupérer nos provisions. Ils les emportaient en marchant dans l'eau jusqu'à l'une des chaloupes, que leurs camarades maintenaient en place dans le courant en ramant un peu. Silver, installé à l'arrière, commandait l'opération. Chaque homme était maintenant armé d'un mousquet provenant de quelques cachettes connues au sol. Le capitaine a ouvert son journal de bord pour le mettre à jour, et voici ce qu'il a écrit. Alexander Smollett, maître. David Livesey, médecin de bord. Abraham Gray, charpentier en second. John Trelawney, armateur. John Hunter et Richard Joyce, ses serviteurs, non marins. Soit 6 hommes de l'équipage du navire restés fidèles, avec des provisions pour 10 jours à ration réduite, ont débarqué ce jour et hissé les couleurs britanniques sur le fortin de l'île au trésor. Thomas Redruth, domestique de l'armateur, non marin, abattu par les mutins.
James Hawkins. Mousse. J'étais justement en train de m'interroger sur le sort du pauvre Jim Hawkins. Un appel depuis l'intérieur de l'île. Quelqu'un nous elle S'est écrié Hunter qui était de garde. Docteur? Sieur? Capitaine? Hello, Hunter? C'est vous? Je me suis précipité à la porte, juste à temps pour voir Jim Hawkins, sain et sauf, escalader la palissade.